Après l'année 2004, jonchée par la bataille entre les patriotes et l'armée française, une année où le président Laurent Gbagbo était visé par un coup d'État, y compris tous ces événements de novembre 2004, la Côte d'Ivoire va rentrer dans une année de 2005 qui va mettre à la lumière de la connaissance de tous la question de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, la pseudo-reprise armée de la crise pour finalement déboucher sur les accords de Ouagadougou suivis de la flamme de Bouaké qui ensemble vont matérialiser la véritable sortie de crise et le vent nouveau qui soufflera en Côte d'Ivoire. Alors prenez une feuille et un stylo, c'est parti. Nous sommes en 2005 et suite aux événements de 2004, le pays est encore tendu. Et de surcroît, l'élection présidentielle a été reportée, faute d'accord entre les autorités ivoiriennes, alors que depuis 3 ans, le pays traverse une crise politico-militaire sans précédent. Le difficile constat qu'est celui d'organiser comme prévu cette élection avant le 30 octobre 2005 a plongé le pays dans une impasse certaine, et ce, malgré les grands espoirs suscités par la médiation du président sud-africain d'antan, son Excellence Thabo Mbeki. Tellement déterminé à apporter la paix en Côte d'Ivoire, Thabo Mbeki avait débuté la médiation en novembre 2004, à la demande de l'Union africaine. 9 mois durant, lui et plusieurs de ses collaborateurs ont inlassablement travaillé à tenter de rapprocher les points de vue entre les protagonistes de la crise ivoirienne. Il a pris beaucoup de temps pour écouter chacun. Il s'est entouré d'une équipe dédiée à cette mission et a même nommé un nouveau représentant en Côte d'Ivoire relativement à cette crise. Le président sud-africain qui s'est rendu à la fois dans la zone contrôlée par le régime Gbagbo et dans celle aux mains des forces nouvelles a ensuite réussi à réunir 2 fois à Pretoria toutes les parties en conflit en avril et en juin 2005. Ces rencontres ont abouti aux accords qui étaient censés permettre la sortie de crise. Il y avait les accords de Pretoria 1 en avril et les accords de Pretoria 2 en juin 2005. L'accord de Pretoria 1 visait directement la relance du processus de paix. En fait, en avril, alors qu'ils étaient réunis pour la première fois à Pretoria autour de Thabo Mbeki, le président Gbagbo, Sédou Diarra, nouveau premier ministre du gouvernement de la réconciliation nationale, Alassane Ouattara, président du Rassemblement des Républicains RDR, Henri Konan Bédié, ex-président de la République et leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, et Guillaume Soro, le secrétaire général des Forces Nouvelles, ils ont ensemble signé un accord visant à relancer le processus de paix en Côte d'Ivoire qui achoppait notamment sur les conditions d'éligibilité. L'article 35 de la Constitution ivoirienne ayant abouti lors de la précédente présidentielle d'octobre 2000 à l'élimination de la candidature de M. Ouattara a été modifié par l'Assemblée nationale au mois de décembre 2004 et sa promulgation posait quand bien même quelques problèmes. Le président Gbagbo souhaitait recourir à un référendum et demander un préalable, et ce, en guise de garantie le désarmement des ex-rebelles, alors que les forces nouvelles demandaient de leur côté que le chef de l'État recourt à ses pouvoirs spéciaux pour promulguer cette loi. C'est donc dans ce méli-mélo que le communiqué final a été adopté par les signataires qui ensemble ont déclaré la cessation immédiate et définitive des hostilités et la fin de la guerre sur toute l'étendue du territoire. En plus de cela, les pourparlers de Pretoria ont par ailleurs permis de fixer un calendrier pour résoudre les problèmes législatifs et engager effectivement le processus de désarmement. Certaines lois contestées, notamment le Code de la nationalité, devraient être revues pour être conformes à l'accord de Linas Makoussi et à nouveau adoptées avant la fin avril 2005. La composition de la commission électorale, qui était beaucoup contestée, devait être également revue. Pour assurer que les prochaines élections soient libres et transparentes, le médiateur sud-africain s'est engagé à demander le soutien des Nations Unies pour la nomination d'un haut représentant pour les élections, chargé de superviser les scrutins. Mais l'opposition ivoirienne est allée plus loin. Elle avait proposé que tout le processus électoral soit confié à l'ONU. Au-delà de ce fait, un accord a été signé le mercredi 6 avril et est resté volontairement muet sur le droit de tous les leaders ivoiriens à se présenter à l'élection présidentielle de fin octobre 2005. Les signataires s'étaient quand bien même engagés à respecter l'arbitrage du médiateur pour ce qui concerne ce point précis. Une semaine plus tard, après avoir consulté le président de l'Union africaine, dont en l'occurrence le président nigérian Olusegun Obasanjo et le secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan, le président Mbeki dénouait le principal nœud
de la crise ivoirienne en demandant à Laurent Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, d'autoriser par décret la candidature de tous les signataires des accords de Bakossi, dont M. Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle dans une adresse à la nation. C'est ainsi que le mardi 26 avril 2005, le président de la République a fait droit à la demande de Thabo Mbeki de voir les élections d'octobre 2005 ouvertes à tous. Après s'y être opposé au lendemain des accords de Bakossi de janvier 2003 et d'Accra 3 de juillet 2004, le chef de l'État ivoirien accepta finalement de régler la question de l'éligibilité de M. Ouattara en usant des pouvoirs spéciaux que lui conférait la Constitution, alors que jusque-là, son camp et lui-même ne faisaient valoir que la thèse d'un référendum pour permettre à ce que tous, y compris M. Ouattara, soient capables de se présenter aux élections présidentielles de 2005. Soyez vigilants car il s'agit là d'un véritable tournant dans la résolution de la crise ivoirienne, à mettre à l'actif du chef de l'État sud-africain. Aussitôt tranché le débat autour des conditions d'éligibilité, la polémique est passée à autre chose, a rebondi sur les modalités d'organisation de la future présidentielle. Dans son allocution du 26 avril, Laurent Gbagbo a fait savoir que l'établissement des listes électorales et la distribution des cartes d'électeurs seront confiés à l'Institut national des statistiques, INS, une structure que l'opposition soupçonnait aussi d'être contrôlée par des proches du président et dans laquelle elle voit un instrument à la solde du futur candidat Laurent Gbagbo. En fait, et ce, normalement, ces mesures étaient habituellement à la charge de la Commission électorale indépendante, CEI. Nul doute que la décision unilatérale de Laurent Gbagbo, en vertu de l'article 48 de la Constitution, de confier tout le processus administratif permettant de recenser la population électorale à l'Institut national des statistiques, INS, fut une décision interpellante pour l'opposition qui était très hostile à toute gestion des listes électorales par cette structure. La réaction ne se fit donc pas attendre. 2 jours après, 4 partis politiques et 3 mouvements ex-rebelles regroupés dans le cadre du G7, ce qui était à l'époque le groupe de 7 partis politiques, dénonçaient dans une déclaration commune l'usage abusif de l'article 48 par M. Gbagbo. Dès cet instant, de gros nuages sombres s'annonçaient déjà dans le ciel radieux des premiers accords de Pretoria fraîchement signés, et cela a poussé la formation d'une grosse coalition destinée à battre aux élections, et ce, à tout prix, le président Laurent Gbagbo. En fait, le 18 mai 2005, Henri Konan Bédié du PDCI RDA, Alassane Dramane Ouattara du RDA, Albert Mabry Touakeuse de l'UDPCI, Innocent Naki Kobenan du MFA et Jérôme Clément Lo Koulibaly de l'USD ont signé à Paris la plateforme de ceux qui se revendiquent oufouettistes et qui affichent comme objectif principal la victoire à l'élection présidentielle et l'obtention d'une majorité parlementaire par la suite. En plus de cela, il s'engageait à s'inspirer de l'œuvre inestimable de Félix Houphouët-Boigny afin de construire pour les générations nouvelles un autre avenir et faire fructifier son héritage. À l'approche des élections d'octobre 2005, ceux qui hier étaient des ennemis et qui se sont combattus, tout en plongeant les populations dans une haine et discrimination profonde entre un faux Ivoirien et un vrai Ivoirien, ont décidé de taire leur rancœur et de se mettre ensemble pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. Telle était la politique ivoirienne. C'est dès cet instant qu'est né le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. En Côte d'Ivoire et aux yeux d'observateurs, cette coalition a été traitée de contre-nature et de politicienne. Mais pour tous les autres qui désiraient profondément voir les enfants de ce pays à nouveau unis fraternellement, cette coalition, malgré tout ce que certains disaient, constituait une nouvelle donne dans le paysage politique ivoirien. En cette année de 2005, alors que tout le monde se prépare pour les élections à venir, dans la nuit du 31 mai 2005 au 1er juin, les habitants des quartiers de Petit Djokwe, de Guitrozon, au nord de Djokwe, ont subi des attaques simultanées faisant une 50aine de morts, 120 blessés, provoquant subséquemment la fuite de 12 000 à 15 000 réfugiés. La presse favorable au pouvoir accusait immédiatement les populations allogènes soutenues par les infiltrés venus des zones rebelles d'être à l'origine de ce massacre. Les journaux acquis à l'opposition affirmaient quant à eux que les miliciens proches du régime qui prolifèrent et mettent en coupe réglée la région sont responsables de la tuerie. Un mois plus tôt, le 29 avril 2005, des violences avaient également éclaté après une grève lancée par des transporteurs et les commerçants de la ville, majoritairement d'origine malinké, lesquels entendaient protester ainsi contre l'insécurité régnant sur les routes de cette région frontalière au Libéria où sévissaient les milices. Cette grève qui s'adressait à l'origine aux autorités a provoqué le mécontentement des populations guerrées.
elle a tourné à la confrontation ethnique qui a fait une vingtaine de morts et des milliers de déplacés. Dans cette région de l'Ouest, véritable poudrière ethnique où les tensions tribales étaient attisées par des conflits fonciers et exacerbées par la guerre civile, des affrontements intercommunautaires graves s'enchaînaient dans un cycle de vengeance et de représailles, semant partout la mort et la désolation. Donc le sous-préfet à 4 h du matin pour dire je ne comprends pas, j'appelle, on ne répond pas à la maison chez moi. Il se trouve donc qu'il y avait des rumeurs qui ont couru. Qu'est-ce qui se passe? Le sous-préfet dit je vous rappelle dans une heure. Je dis monsieur le sous-préfet, rappelle-moi dans 15 minutes. Donc le sous-préfet dans ces conditions est allé demander des Bengas d'ici qui lui ont dit effectivement il se trouve qu'il y a une attaque. Bon, on a appelé partout, on pourrait appeler vraiment quoi, pour avoir un certain nombre d'informations. Et ce n'est que vers 5 heures qu'on a commencé à compter les premiers corps. Pour savoir qu'il y avait 28 personnes qui avaient été massacrées dans ces villages, dont 11 brûlés dans ces cases-là, brûlés vivres dans ces cases-là. L'attaque a eu lieu à 2h30, à partir de 2h35. Moi j'avais 05, j'ai pratiquement suivi en direct parce que mon cousin m'a appelé du cimetière, donc du corridor. Et pratiquement, même quand les premières personnes qui sortaient du village, tout en pleurs, tout ça, j'ai suivi. Donc, et à 4h, 5h, les mêmes militaires français sont venus dire qu'est-ce qui se passe. Et on dit on a attaqué le village, ils sont retournés. Et ils se sont positionnés donc, entre Fangolo et Bambi dans leur école, avec tous les chars tournés vers Dupont. Les morts sont partis. On les a enterrés. Mais au moins, nous qui restons, nous qui vivons encore, c'est de prendre des dispositions pour que ça n'arrive plus. C'est de prendre des dispositions pour que ceux qui sont là puissent vivre paisiblement. Ce qui se passait dans l'Ouest attestait que la présence de ces groupements d'autodéfense dits spontanés, mais d'affiliation connue, censés protéger les populations des attaques de la rébellion, posait plus de problèmes qu'elle n'en résolvait. À l'approche des périodes électorales, la prolifération des milices plus ou moins armées en zone gouvernementale représentait véritablement un danger. Ainsi, au terme de sa visite dans la région ouest, quelques semaines après ces tristes événements, le chef de l'État a décidé la nomination de gouverneurs et des préfets militaires dans les départements de l'Ouest ainsi que la mise en place d'un PC opérationnel intégré devant fonctionner 24 heures sur 24 dans la capitale économique. Cela se concrétisera par la naissance du Centre de commandement des opérations de sécurité, SECOS. Ces mesures sécuritaires d'exception visant à rassurer les populations angoissées par la montée de l'insécurité étaient aussi dénoncées et ceux qui y voyaient l'instauration déguisée d'un régime martial par le pouvoir s'exprimaient également. Un jugement étayé par le bouclage de la ville d'Abidjan car les corridors d'entrée et de sortie de la ville étaient fermés pendant la nuit. C'est aussi ça un certain nombre de bavures avérées ainsi que des méthodes contestables de lutte contre le banditisme dont se sont rendus coupables les éléments du nouveau dispositif de sécurité qui ont exagéré vis-à-vis de leurs prérogatives. Suite à cela, survient le limogeage du lieutenant-colonel Yao Yao Jules de son poste de porte-parole des forces de défense et de sécurité, FDS, sous prétexte qu'il y avait une divergence de vues. Et cela montrait bien que la détérioration du climat politique ne laissait pas l'armée idem. En fait, il a été limogé car il s'est permis de parler d'échecs concernant le désarmement des milices. Pire encore, il avait osé contredire la présidence pour qui les massacres de Diokwe sont imputables à des rebelles infiltrés, alors que lui, il a évoqué des problèmes fonciers. Sa mésaventure se poursuivra en juillet. Alors qu'il était à la table de l'ambassadeur de France en compagnie de 2 autres officiers de l'armée ivoirienne, accusés d'intelligence avec l'ennemi, en l'occurrence la France, ils ont été interpellés puis roués de coups par des soldats de la garde présidentielle. L'incident prendra une tournure dramatique avec le décès de l'un des officiers peu de temps après. Depuis, l'ancien porte-parole de l'armée vivait dans la clandestinité et dénonçait dans la presse les escadrons de la mort et les nombreuses dérives de l'entourage du président Gbagbo. Peu de temps après ces événements, c'est Mathias Doué, ancien chef d'état-major de l'armée ivoirienne, remplacé en 2004, qui a menacé d'utiliser tous les moyens pour chasser du pouvoir le président Gbagbo, considéré comme un obstacle à la paix, laissant ainsi planer la crainte d'une violence. Cette série de faits mettait au jour la réalité d'un malaise au sein des forces de défense et de sécurité dont les Ivoiriens avaient du mal à mesurer l'ampleur. Face à la détérioration de la situation, notamment dans l'ouest du pays, et le nouvel enlissement du processus de paix ivoirien, l'Organisation des Nations Unies, ONU, a voté le 24 juin 2005 la résolution 1609, dont l'objectif était de renforcer sa mission en Côte d'Ivoire par l'envoi de 1200 hommes supplémentaires.
La résolution 1609 visait concrètement à permettre à la mission de l'ONU d'assurer les conditions de sécurité indispensables au bon déroulement de l'élection présidentielle de 2005, qui était tant attendue. Cette résolution prorogeait également le mandat de l'opération de l'ONU en Côte d'Ivoire sur place et celui des forces françaises de l'opération Lincoln jusqu'au 24 janvier 2006, c'est-à-dire pendant toute la période pré- et post-électorale. La résolution 1609 étendait par ailleurs la mission de l'ONUCI. Cette dernière devait désormais observer la cessation des hostilités et des mouvements de groupes armés, participer aux opérations de désarmement-démobilisation, aider au démantèlement des milices, protéger le personnel de l'ONU et surtout surveiller l'embargo sur les armes. Elle était également chargée d'apporter un appui à l'organisation d'élections ouvertes à tous, libres, justes et transparentes. Quelques semaines plus tôt, le 3 juin, dans sa résolution 1603, le Conseil de sécurité demandait au secrétaire général Kofi Annan de désigner, après consultation avec l'Union africaine et son médiateur dans la crise ivoirienne, le président sud-africain Thabo Mbeki, un haut représentant pour les élections en Côte d'Ivoire. Alors que tout semblait peu ou prou conduire les Ivoiriens vers une élection présidentielle, un gros événement va tout stopper. Le chronogramme et le plan d'action des opérations de désarmement, démobilisation et réinsertion, DDR, n'ont pas été respectés par les forces nouvelles sous prétexte que le chef de l'État n'a pas rempli les engagements qu'il a pris à Pretoria le 6 avril, à savoir que les lois, notamment sur l'identification des électeurs pour l'élection présidentielle prévue le 30 octobre, ainsi que celles sur le financement des partis politiques et la nationalité, soient revues par le Parlement pour être adoptées dans l'esprit de Marcoussi. Dans ces conditions, les forces nouvelles ont refusé de désarmer leurs 42 500 combattants. Pour leur part, les forces loyalistes qui devaient désarmer près de 5 500 soldats enrôlés après la tentative de coup d'État, ainsi que les milices composées d'environ 10 000 hommes favorables au président Gbagbo et implantées dans l'Ouest, n'ont pu, elles non plus, s'exécuter à la date prévue du 27 juin 2005. Si le désarmement est resté au point mort, certaines clauses importantes de l'accord de Pretoria ont été appliquées, en particulier la possibilité donnée à M. Alassane Dramane Ouattara de se présenter à l'élection présidentielle prévue le 30 octobre 2005. Par contre, l'organisation du processus électoral soulevait de nombreux différends. Les questions de nationalité et d'identification, réglées par les accords successifs de paix, n'étaient toujours pas traduites en loi et les acteurs politiques avaient de la peine à s'entendre sur la simple composition de la Commission électorale indépendante, CEI, pourtant arrêtée d'un commun accord à Marcoussi. C'est dans le but de lever tous ces obstacles à l'avancée du processus de paix que le président sud-africain Thabo Mbeki réunit à nouveau à Pretoria les principaux protagonistes de la crise ivoirienne pour évaluer l'application des résolutions de l'accord signé dans cette ville le 6 avril. Arrivé donc à Pretoria et suite au pourparlers, va naître les accords de Pretoria 2, les 28 et 29 juin 2005 en Afrique du Sud, où Henri Konan Bédié, Alassane Dramane Ouattara, Guillaume Soro et le Premier ministre Seydou Diarra ont marqué à la suite du président leur réelle volonté de supprimer tous les obstacles à la tenue des élections prévues le 30 octobre 2005. Le président Gbagbo et ses adversaires politiques ont convenu entre autres que le désarmement des ex-rebelles et le démantèlement des milices devraient s'achever au plus tard à la fin du mois d'août 2005. De ce fait, conscient qu'il serait impossible d'organiser l'élection présidentielle à temps si le processus DDR restait en attente, les principaux protagonistes de la crise ont promis de tout mettre en œuvre pour accélérer l'application de ce processus. Pretoria 2 a vivement encouragé les forces militaires en présence à faire plus de progrès dans la réalisation du processus, et ce concomitamment à une nouvelle adoption des lois sur la nationalité, la commission électorale indépendante, l'identification, le financement des partis politiques, la commission des droits de l'homme, la presse écrite et la communication audiovisuelle. À cet égard, poursuit l'accord en disant que l'Assemblée nationale devrait adopter d'ici le 15 juillet 2005 tous les amendements aux 7 lois proposées par la médiation, faute de quoi le médiateur est autorisé à prendre une décision sur les mesures exceptionnelles telles qu'ordonnances et décrets à prendre par le président pour assurer que ces amendements soient adoptés. C'est à ce propos que surviendra le nouveau blocage qui a conduit à l'échec de la mise en œuvre des derniers accords. Le point d'achoppement porte précisément sur les lois ayant trait au processus électoral, à l'identification adoptée le 15 juillet par Laurent Gbagbo. L'opposition et la rébellion contestaient plusieurs de ces textes et en demandaient la révision. La médiation a, dans un premier temps, estimé que ces lois aux accords de paix inter-ivoiriens étaient conformes aux accords de paix inter-ivoiriens, puis Thabo Mbeki lui-même a reconnu dans un courrier daté du 20 août
2005 que des modifications devaient encore être apportées comme le président Gbagbo s'était engagé à le faire. Avec l'arbitrage du médiateur en faveur du président Gbagbo sur les lois contestées adoptées le 15 juillet par le chef d'État ivoirien, une profonde crise de confiance s'est donc installée entre l'opposition ivoirienne, notamment les forces nouvelles, et le médiateur sud-africain lui-même. Celles-ci ont sévèrement contesté la médiation sud-africaine, mettant en cause son impartialité. À l'approche de la date du 30 octobre 2005, une certaine tension était donc perceptible au sein de la société ivoirienne. En effet, dans sa résolution 1633 que le Conseil de sécurité de l'ONU va par la suite voter, elle va endosser le 21 octobre 2005 les décisions de l'Union africaine prévoyant de maintenir M. Laurent Gbagbo à la tête du pays pour une période n'excédant pas 12 mois et de donner tous les pouvoirs nécessaires à un premier ministre acceptable pour toutes les parties en vue de l'organisation d'élections pleinement irréprochables grâce auxquelles la Côte d'Ivoire pourra sortir effectivement de la crise. L'ex-rébellion, désormais Force Nouvelle, a récusé la décision du Conseil de sécurité de l'ONU de maintenir le président Gbagbo à son poste après le 30 octobre, estimant qu'à cette date, il cessera d'être président pour redevenir un citoyen comme les autres. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, l'opposition civile alliée à l'ex-rébellion au sein du G7, a finalement pris acte de la résolution sans toutefois relâcher la pression puisqu'il exige que le Premier ministre soit issu de ses rangs, ce qui paraît difficilement acceptable pour le camp présidentiel. À cette époque, il était bien difficile de savoir si la proposition de l'Union africaine approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir le maintien de Laurent Gbagbo à la tête de l'État après le 30 octobre et la nomination d'un Premier ministre acceptable pour tous, permettra au pays de sortir de son impasse politique. La nomination du futur Premier ministre constituait dans tous les cas le test majeur qui déterminera la viabilité de la résolution 1633 prise par le Conseil de sécurité de l'ONU. Au point 5 de cette résolution, l'ONU priait instantanément le président de l'Union africaine de consulter immédiatement toutes les parties ivoiriennes en vue de la nomination d'ici au 31 octobre 2005 d'un nouveau Premier ministre acceptable pour toutes les parties ivoiriennes signataires de l'accord de Makoussi. La résolution ne disait pas, pour autant, que tous les pouvoirs de l'exécutif étaient délégués au Premier ministre. Si elle réussit à passer le cap de la nomination, il lui faudra gérer encore dans la durée la cohabitation avec Laurent Gbagbo qui a achevé son mandat de président de la République, mais demeurait chef de l'État et un Premier ministre nécessaire, ayant donc un pouvoir renforcé, et ce, grâce à la résolution 1633 au point 8, était donc recherché. Avant même d'être adoptée, cette résolution onusienne s'est retrouvée au centre des polémiques politiciennes. Chaque parti tentait d'imposer sa lecture propre d'un texte qui, inévitablement, renfermait quelques ambiguïtés quant à la répartition des rôles. Qui du chef de l'État et du Premier ministre détient en réalité le pouvoir exécutif? La difficulté était donc de concilier dans la pratique ce texte de l'ONU et la constitution ivoirienne. Le texte ne s'y référait à aucun moment, sans pour autant indiquer explicitement leur suspension. Pas plus que les autres accords, la résolution 1633 était donc partie pour ne pas faire de miracle. Les résultats auxquels elle aboutira dépendaient pour une large part de l'engagement de toutes les parties en présence, de leur degré d'honnêteté et de leur capacité à se faire confiance mutuellement. C'est dans ces nombreuses interprétations et polémiques que le nouveau Premier ministre a été désigné le dimanche 4 décembre 2005. C'était donc M. Charles Konan Banny. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur lui, rendez-vous sur ma page Instagram où j'ai expliqué les grandes lignes de sa vie. La réconciliation nationale était plus que jamais à l'ordre du jour. Tous les Ivoiriens et la communauté internationale y ont particulièrement cru avec la formation par Charles Konan Banny d'une équipe gouvernementale acceptée par tous les acteurs de la scène politique du pays, notamment par le chef de l'État Laurent Gbagbo, et rendue publique le mercredi 28 décembre 2005. Sa composition ne fut certes pas plus facile que la nomination du Premier ministre lui-même. Il a fallu beaucoup de diplomatie à ce dernier pour que ce gouvernement voie enfin le jour, tant les intérêts politiques et individuels en présence étaient vraiment divergents. J'espère que Banny est là aujourd'hui. J'espère qu'il va pouvoir redresser la Côte d'Ivoire. C'est le souhait de tout le monde. Cependant, les espoirs suscités par la mise en place de ce gouvernement de transition ont très vite été freinés par les attaques des camps d'Akwedo le 2 janvier 2006 par des individus qui, après cette attaque, n'étaient pas identifiés. Puis il y a eu les manifestations de rue des jeunes patriotes du 16 au 19 janvier 2006. À Abidjan et à l'intérieur du pays contre les intérêts des Nations Unies au motif que le groupe de travail international GTI, proposé et imposé par les Nations Unies, aurait dissous l'Assemblée nationale lors de sa 3e réunion du 15 janvier 2006.
Les espoirs de paix s'en sont trouvés fragilisés. Mais il n'est pas d'autre politique que d'œuvrer au retour de la paix durable en Côte d'Ivoire et à la réconciliation entre toutes les populations vivant sur son territoire ainsi qu'avec les peuples de la sous-région ouest-africaine. Aussi, les actes politiques et les décisions courageuses des membres du gouvernement de transition laissaient effectivement croire quelque part à ce moment-là que le retour de la paix était imminent. En fait, dès sa nomination, le Premier ministre Bani a délibérément choisi de faire équipe avec le chef de l'État, dont le mandat était prorogé d'1 an de plus par l'ONU du fait de l'impossibilité d'organiser les élections à la fin de son mandat en octobre 2005. Fort de tous les pouvoirs que lui attribuait la résolution 1633 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Premier ministre Konan Bani aurait pu engager un coup de force ou un bras de fer avec le chef de l'État, mais il a plutôt choisi la voie du dialogue et du consensus en instaurant ce que lui-même considérait comme un tandem. Ce duo a donc décidé de gérer le pouvoir politique de façon souple, intelligente et concertée, sans que l'un empiète évidemment sur les compétences de l'autre, et sur ce coup, il est quelque part important de saluer la grandeur républicaine du Premier ministre Bani qui démontrait à cette époque qu'il connaissait effectivement sa place et était déterminé à rapporter la paix en Côte d'Ivoire. La vie doit reprendre son cours. La Côte d'Ivoire n'a que trop souffert et nous le disons souvent, nous sommes fatigués. Je fais appel à la responsabilité de tous. J'ai expliqué à ces derniers que le groupe de travail international n'a pas dissous l'Assemblée nationale. Les ministres du gouvernement de réconciliation nationale s'efforçaient avec toute leur bonne volonté de contribuer chacun à travers le département ministériel qui lui était confié à la restauration de l'autorité de l'État. Les exemples les plus significatifs étaient donnés par les ministres de la Sécurité intérieure et de la Défense. Le ministre de la Sécurité intérieure a su mettre un terme à la tentative de grève des policiers qui lui réclamaient leur paie diem. Il leur a réaffirmé l'autorité de l'État et rappelé l'inopportunité et l'illégalité de leur action et leur a indiqué sans détour les sanctions auxquelles ils seraient exposés. Il y a eu aussi le message du ministre de la Défense à propos du désarmement et de la fin des hostilités entre les différentes forces en armes lors de sa tournée dans les casernes du pays, témoignant ainsi de la volonté du gouvernement de redonner à l'État toute l'autorité nécessaire à son bon fonctionnement. Dans un langage franc et direct, il a voulu rappeler la nécessité pour les forces de défense et de sécurité FDS de s'inscrire dans la dynamique de paix et de réconciliation que tous voulaient à cette époque en Côte d'Ivoire. Le gouvernement voulait donc envoyer un message fort à la communauté nationale, lui disant ainsi que la reconstruction du pays passait aussi par la restauration de la vérité et par l'affirmation de l'autorité de l'État. Dans le même sens, il y a les condamnations de certains agents des FDS reconnus coupables d'extorsion de fonds au détriment des populations civiles et des transporteurs. Le projet de l'instauration des droits uniques de passage par les ministères des Transports et de la Sécurité intérieure faisait aussi partie de cette politique générale d'élimination du racket et de raffermissement de la société démocratique respectueuse des droits humains. Ces efforts n'ont cependant pas eu la chance d'aboutir à des résultats probants que sitôt les membres du gouvernement, chefs de l'État, responsables des forces militaires et principaux chefs politiques ont vraiment décidé de travailler ensemble. C'est dans cette atmosphère qu'a été organisé en février 2006 à Yamoussoukro un séminaire gouvernemental regroupant les membres du gouvernement et les responsables militaires ivoiriens et étrangers. Ce séminaire a été suivi quelques jours plus tard par la rencontre des principaux leaders politiques ivoiriens le 28 février 2006 à Yamoussoukro. Cette réunion fut l'occasion pour les 5 leaders politiques que sont Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo et Konan Bani de renouer le dialogue rompu depuis les accords de Pretoria et de renouveler par ailleurs leur engagement à tout mettre en œuvre en vue d'aboutir à la paix et à la réconciliation nationale. D'autres événements révélaient la volonté des Ivoiriens de faire la paix. Entre autres, la résolution de la crise au sein de la commission électorale indépendante, l'organisation des examens dans les zones centre et nord du pays qui ont été fermées au gouvernement loyal, le redéploiement de l'administration sur toute l'étendue du territoire ivoirien et la réouverture des universités de Bouaké et de Korogo. Fruit des accords de Pretoria, le nouveau bureau central de la structure, qui a fait l'objet de la part des partis de la mouvance présidentielle de contestations qui l'ont empêché de fonctionner comme prévu jusqu'à ce qu'une solution politique soit trouvée par la médiation de la communauté internationale et par les compromis dégagés lors de la rencontre de Yamoussoukro. Cette solution politique consistait, du plus profond d'elle-même, à réviser la composition du bureau de la CEI, permettant à celle-ci d'être fonctionnelle, de procéder à sa rentrée solennelle le 10 mars 2006 en présence du Premier ministre et d'autres personnalités politiques du pays,
et de marquer ainsi le début de ses activités et partant du processus électoral en Côte d'Ivoire. La tâche qu'attendait cette commission était très immense et délicate, exigeant de son président courage, détermination, concertation et dialogue dans un environnement national où la méfiance s'était malheureusement imposée comme vecteur et moteur des rapports entre les Ivoiriens eux-mêmes, tout comme entre les Ivoiriens et les non-Ivoiriens. Par la suite, le retour à Abidjan le 14 mars 2006 du ministre d'État Guillaume Soro constituait à lui seul un motif d'espoir et laissait penser que les frères ennemis d'hier étaient désormais résolus à travailler ensemble pour le bonheur du peuple ivoirien, en particulier pour les populations de l'Ouest du pays qui ont payé et qui continuaient de payer un lourd tribut à la crise sociopolitique depuis son déclenchement en septembre 2002 et qui n'avaient pas encore fini de souffrir des conséquences néfastes de cette guerre. La Côte d'Ivoire était donc sur une bonne lancée jusqu'à ce qu'elle connaisse le mois de novembre 2006. Alors, à peine adoptée le 1er novembre 2006, il y a eu la résolution 1721 du Conseil de sécurité des Nations Unies dont les dispositions se fondaient sur la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et des recommandations de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui étaient diversement reçues et faisaient même l'objet de contestations au sein de la classe politique ivoirienne. Sans une réelle volonté politique, l'on risquait de se heurter au même blocage que ceux survenus dans l'application de la résolution 1633, car c'est la résolution 1633 qui mentionnait clairement les principales tâches du Premier ministre. Le redéploiement de l'administration, les services publics sur l'ensemble du territoire ivoirien, la conduite du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, sans oublier les opérations de démantèlement des milices, l'opération d'identification d'inscription des électeurs et consorts. Malheureusement, la radicalisation des positions et les tensions entre les partis autour de l'identification et du désarmement ont fragilisé tout le processus. Le problème était que le désarmement des forces nouvelles était l'exigence majeure et préalable du chef de l'État, Laurent Gbagbo et ses partisans. Alors que l'identification de la population de façon générale, mais en l'occurrence et particulièrement ceux du Nord, était celle des forces nouvelles. Le nouveau Premier ministre a ainsi entrepris d'entamer concomitamment les préliminaires de chacune de ces opérations, à savoir les audiences foraines comme étape préalable à l'identification des populations et le pré-regroupement des forces armées, des forces nouvelles et des forces de défense et de sécurité comme prélude au programme de démobilisation, de désarmement et de réinsertion. Ainsi donc, la phase de pré-regroupement a commencé le 22 mai 2006, puis s'est déroulée sans accroc majeur jusqu'à s'achever le 20 juillet 2006. Aussi, un groupe de suivi du DDR a également été mis en place conformément aux décisions de la réunion de Yamoussoukro organisée à l'époque le 5 juillet 2006 par le secrétaire général de l'ONU comprenant les chefs d'état-major des forces de défense et de sécurité, des forces armées des forces nouvelles, la primature, la composante militaire de l'ONUCI et la force française Licorne. Toutefois, la suspension du dialogue militaire par les forces nouvelles, mesure prise pour contester les nouvelles dispositions devant guider la conduite des audiences foraines, a empêché la vérification sur les sites de l'effectivité du pré-regroupement de leurs éléments. Par la suite, il y a eu le lancement des audiences foraines sur toute l'étendue du territoire le 17 juillet 2006, qui est intervenu sur fond de contestation et de violentes manifestations des partisans du chef de l'État, estimant que les conditions d'organisation de ces audiences n'auraient pas suffisamment de garanties contre les fraudes massives sur la nationalité ivoirienne, notamment dans les zones sous contrôle des forces nouvelles. Ainsi, M. Pascal Afin-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, FPI, avait lancé un mot d'ordre de boycott des audiences foraines et invité les Ivoiriens à s'y opposer par tous les moyens. Pour le parti présidentiel, la fraude sur la nationalité ne serait qu'un prélude à une falsification du fichier électoral au profit de l'opposition. Des violences en sont suivies. Et celles-ci qui ont suivi ce mot d'ordre entre les jeunes patriotes du camp présidentiel et les jeunes des partis de mouvement de l'opposition ont fragilisé cette opération. Finalement, la mise en place de la feuille de route est restée bloquée au stade préliminaire du pré-regroupement et des audiences foraines. Tout le monde se rendait compte que quelques résultats positifs quant à l'application des dispositifs de la résolution 1633, qui concernaient essentiellement le redéploiement de l'administration dans les domaines de la santé, de l'éducation et du corps préfectoral, ont été atteints, mais ont connu également des échecs profonds en ce qui concerne cette résolution 1633. C'est pourquoi il y a eu une nouvelle résolution, la résolution 1721, et elle a pratiquement repris la feuille de route que celle de la résolution 1633 prévoyait de faire. Dans sa résolution 1721, adoptée à l'unanimité, le Conseil de sécurité a reconduit pour un an le chef de l'État Laurent Gbagbo et le Premier ministre Charles Konan Banny, précisant que ce dernier doit disposer de tous les pouvoirs nécessaires, de toutes les ressources
financières, matérielles et humaines requises et d'une autorité totale et sans entrave, et prendre toutes les décisions nécessaires en toute matière, en conseil des ministres ou en conseil de gouvernement par ordonnance ou décret. Le premier ministre Charles Konan Banny va utiliser ces pouvoirs qui lui ont été conférés par la résolution 1721. Usant donc de ces pouvoirs qui lui ont été renforcés, le Premier ministre devrait concrètement pouvoir conduire en toute transparence et impartialité le pays aux élections politiques auxquelles il ne pourra se présenter lui-même. Toute la classe politique ivoirienne, excepté le camp présidentiel, adhérait à cette résolution. Le chef d'État, Laurent Gbagbo, a indiqué que tous les éléments du test qui violeraient la constitution et la souveraineté nationale ne seront point appliqués. Il s'agissait notamment des points relatifs au renforcement des pouvoirs du Premier ministre. Mais un conflit risquait dès cet instant d'éclater entre le chef de l'État et le Premier ministre au sujet de l'exercice du pouvoir. Car Charles Konan Banny, qui avait volontairement choisi d'évoluer en tandem avec Laurent Gbagbo dans l'application de la résolution 1633, s'est démarqué cette fois-ci du chef de l'État dans le cadre de la résolution 1721. Il était déterminé à porter le chapeau. Ainsi, la résolution 1721 présentait la nouvelle transition comme étant la toute dernière. Il appartenait donc aux leaders politiques ivoiriens de trouver un compromis en vue de la sortie de crise. Les blocages dans le processus de paix provenaient essentiellement des leaders politiques qui faisaient preuve d'une incapacité ou d'un manque de volonté politique réelle afin de trouver des terrains d'entente. L'opération des audiences foraines mettait donc en exergue la question de l'identification de la population ivoirienne. Il s'agissait d'établir une liste qui démontrait qui est ivoirien et qui ne l'est pas par la délivrance des pièces d'identité. La question d'identité était vraiment au cœur de ce conflit ivoirien. L'objectif était de permettre aux personnes âgées de plus de 13 ans, nées en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne ou étrangère et qui n'ont jamais été déclarées à l'état civil d'obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance. Alors que selon l'Institut national de la statistique, INS, sur les 17 millions de personnes vivant en Côte d'Ivoire en 2006, environ 3,5 millions ne possédaient pas de pièces d'identité, dont près de 2 millions étaient dans le nord du pays parce qu'à leur naissance, elles n'ont pas été déclarées à l'état civil. Les Ivoiriens, identifiés dans le cadre de cette opération, pouvaient alors se faire enregistrer comme électeurs. La résolution 1721 offrait un cadre propice pour la résolution définitive du conflit ivoirien qui était basé sur la division sociale du point de vue des différences ethniques et religieuses, contrairement à ce que certains leaders politiques voulaient faire croire à leurs partisans. Quelque part, la résolution 1721 ne remettait pas en cause la constitution ivoirienne du plus profond d'elle-même. Pour savoir si elle remettait en cause ou pas la constitution ivoirienne, son adoption a été retardée d'un jour, parce que certains États membres du Conseil de sécurité, dont la Chine, les États-Unis, la Russie et la Tanzanie, reprochait au premier test proposé par la France d'empiéter sur la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Encore que ce principe de la souveraineté doit être exercé avec responsabilité. C'est avançant ainsi, et ce petit à petit, que la paix reviendra et les Ivoiriens se retrouveront pour avoir cette paix à Ouagadougou au Burkina Faso. Au lendemain de l'adoption de la résolution 1721 par le Conseil de sécurité de l'ONU, le chef d'État ivoirien avait déclaré qu'il n'appliquerait pas les dispositions qui porteraient atteinte à la constitution ivoirienne, à laquelle il reste fermement attaché. Une telle déclaration apparaissait comme la mort prématurée de la résolution 1721 de l'ONU. Mais mieux, Laurent Gbagbo proposait un autre schéma de sortie de crise sur la base d'un dialogue direct entre lui et Guillaume Soro. Cet accord a été conclu après un mois d'intenses négociations par les deux principaux acteurs de la crise ivoirienne et sous l'égide de la communauté internationale africaine, ce qui apparaissait comme la dernière chance pour les Ivoiriens de parvenir à une paix durable. Initialement prévu par le président Laurent Gbagbo pour se dérouler uniquement entre lui et Guillaume Soro, en l'absence de tous les autres acteurs nationaux de la crise ivoirienne et surtout de la France et de la communauté internationale, les pourparlers de Ouagadougou ont dû se dérouler autrement, notamment avec une implication certaine de la communauté internationale et des acteurs politiques ivoiriens. Cet accord de Ouagadougou a adouci les cœurs et poussé à la signature, car quelque part, la communauté internationale a exercé sur les protagonistes les pressions les plus vives, soit d'appliquer la résolution 1721 du Conseil de sécurité ou chercher une autre initiative. C'est pourquoi elle considérait que cet accord ne constituait pas une solution alternative à la résolution 1721, mais cet accord était une appropriation par les Ivoiriens eux-mêmes de la feuille de route définie par la communauté internationale. Outre les pressions de la communauté internationale, l'implication personnelle de deux chefs d'État de la région, en l'occurrence Blaise Compaoré, président du Burkina, et John Kufuor, président du Ghana, qui l'un et l'autre présidaient d'importantes organisations internationales, en l'occurrence la CEDEAO, présidée par Blaise Compaoré, et l'UA, l'Union africaine, présidée par
John Kufuor, ont joué ensemble un rôle important dans l'aboutissement heureux de cet accord de Ouagadougou signé le 4 mars 2007. Le président Thabo Mbeki, quant à lui, a également joué un rôle très important, à la fois discret et efficace dans la réussite de cet accord qui a convaincu son homologue ivoirien. En fait, c'est lui qui organisa à la hâte, le 26 septembre 2006 à Ouagadougou, une rencontre à trois qui a permis dans un premier temps de décrisper les relations entre les deux voisins, en l'occurrence la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mbeki n'ignorait rien non plus des contacts directs et indirects entre Gbagbo et Guillaume Soro. Depuis 2004, les deux hommes se rencontraient en effet, et ce discrètement au domicile abidjanais du représentant de la francophonie, Lansana Kouyaté, et se parlaient au téléphone malgré les rodomontades de l'un ou de l'autre. Quant aux négociations elles-mêmes, Mbeki suivit le déroulement via son ambassadeur en Côte d'Ivoire qui restait pendant près de 45 jours dans le même hôtel que les délégations ivoiriennes à Ouagadougou. La France, le Gabon ainsi que le Sénégal, qui étaient également au cœur de l'accord inter-ivoirien, se félicitaient de ce que les Ivoiriens aient décidé de prendre en main leur avenir, de prendre leurs responsabilités et de s'approprier les instruments qui sont à leur disposition pour s'entendre eux-mêmes et aller tous ensemble vers la sortie de crise. Car les Ivoiriens le faisaient sans les résolutions de l'ONU, sans l'accord de Makoussi, mais sur de nouvelles bases. Je vous conseille l'ouvrage de Charles Blé Goudé, D'un terrain à un autre, afin de mieux comprendre comment les Ivoiriens ont pris leur destin en main à partir de cet instant. Après une discussion profonde dans tous les sens afin de ramener la paix en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo et son ministre Guillaume Soro, chef des forces nouvelles, sont tombés d'accord suite à de vives et longues négociations qui auront lieu entre le 5 février et le 3 mars 2007 à Ouagadougou. C'est ainsi que l'accord de Ouagadougou sera signé le lendemain, le 4 mars 2007. Mais dès sa signature, l'accord de Ouagadougou n'a pas manqué de susciter aussi bien des réactions positives au niveau de la communauté internationale. Ainsi, les Nations Unies n'ont pas hésité à l'endosser officiellement en attendant le vote d'une nouvelle résolution par le Conseil de sécurité encore, et ce, suite à cet accord de Ouagadougou quand bien même. L'Union européenne, de son côté, fondait beaucoup d'espoir sur la sortie de crise initiée par Laurent Gbagbo à travers ce dialogue direct. Les parlementaires européens n'ont pas manqué de féliciter M. Gbagbo pour avoir pris l'initiative de faire une paix afro-africaine. La sortie civile nationale n'a pas été un reste, s'agissant des réactions vis-à-vis de l'accord de Ouagadougou. Après avoir salué son avènement, l'organisation de la société civile ivoirienne a relevé certaines insuffisances contenues dans celui-ci et susceptibles de constituer une entrave à son application effective. Des réserves similaires ont été faites par certaines formations politiques régulièrement constituées, notamment le PDCI par la voix de son président Rikonan Bédié. Mais cet accord avait beaucoup de chances d'aboutir, contrairement à tous les précédents accords et résolutions sur la crise ivoirienne, car elle était faite par les Ivoiriens eux-mêmes, sans l'entremise de qui que ce soit, aussi bien la France que l'ONU, et sur la base des véritables connaissances des problèmes qu'ils vivent. C'est dès cet instant que les Ivoiriens ont pu ensemble se rendre compte qu'ils pouvaient sortir de guerre et prendre de grandes décisions tout seuls sans mêler la communauté internationale. Le président Laurent Gbagbo, n'ayant jamais vraiment apprécié que la communauté internationale lui impose un cadre de conduite, il avait de tout temps brandi la constitution ivoirienne qui n'était pas suspendue et qui restait à ses yeux la référence absolue. Il a souvent opposé aux différents accords et résolutions de l'ONU qui limitaient ses pouvoirs, les prérogatives et autorités que lui conférait son poste de président de la République. Il prenait donc, suite à l'accord de Ouagadougou, sa pseudo-revanche sur l'Occident et ses amis. Il défendait farouchement cet accord et invitait l'ensemble des Ivoiriens à l'accepter. Pour Laurent Gbagbo, comme Guillaume Soro, un échec dans celui-ci serait catastrophique et aucune possibilité de pourparler ne pouvait plus être expérimentée. Par ailleurs, le cadre de négociation n'ayant pas été Abidjan ni Yamoussoukro, mais plutôt Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, dont le président Blaise Compaoré a toujours été désigné, du moins dès le déclenchement de la crise du 19 septembre 2002, par le camp présidentiel ivoirien comme le parrain de la rébellion, facilitait et confortait les forces nouvelles à l'idée d'accepter et construire un véritable accord de paix. Mais pour assurer la réussite de l'accord, les signataires de l'accord se sont imposés un chronogramme d'application très clair mais aussi très contraignant. Ceci permettait non seulement d'évaluer de façon précise l'application de l'accord, mais il donnait aussi aux signataires tous les moyens de lever les obstacles et de tenir dans les délais impartis tous les points clés liés les uns aux autres. Les forces impartiales avançaient la date du 16 avril comme la date du début des opérations de suspension de la zone de confiance et la mise en place des unités mixtes conformément au délai fixé par l'accord de Ouagadougou une semaine après la formation du gouvernement.
La France avait de son côté déjà commencé le redéploiement de 500 de ses soldats des zones ouest vers la zone du sud du pays. Si l'accord de Ouagadougou présentait plusieurs points positifs qui donnaient les espoirs de croire qu'il pouvait sortir le pays de la tourmente sociopolitique, il fallait cependant se garder d'un total optimisme béat. L'accord de Ouagadougou, comme tout accord, étant le fruit de compromis de la part des signataires, possédait également ses zones de doute. L'une des principales ambiguïtés de l'accord de Ouagadougou résidait dans son rapport avec les tests onusiens dans le cadre de la résolution de la crise. En fait, personne ne savait que devenait la résolution 1721 qui prorogeait le mandat présidentiel d'1 an supplémentaire et qui donnait par ailleurs des pouvoirs élargis au Premier ministre Charles Konan-Banny dans sa mission de conduite du processus de paix. L'accord de Ouagadougou se référait dans son préambule à la résolution 1721 et affirmait se situer dans le cadre de ce dispositif international. Mais la contradiction résidait au niveau du nouvel accord de Ouagadougou qui, lui, aboutissait à la nomination d'un nouveau Premier ministre et à la mise en place d'un nouveau cadre d'exécution et de supervision du processus de paix, alors que cette résolution 1721 avait déjà renforcé les pouvoirs d'un Premier ministre qui était déjà en exercice. Sans avoir eu le courage de l'affirmer expressément, le nouvel accord a donc rendu caduque la résolution 1721 à laquelle il se référait pourtant. Il a aussi rendu caduque certaines dispositions mises en place par l'ONU pour le règlement du conflit. C'est le cas du GTI, le cercle de concertation et d'évaluation de la situation, qui était sur place, les yeux et les oreilles du Conseil de sécurité des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le comité d'évaluation et d'accompagnement CEA, composé essentiellement d'Ivoiriens, qui sont à la fois juges et parties du processus de paix et du facilitateur, a remplacé le GTI. L'autre élément qui semblait faire croire que cet accord n'allait pas réussir est que cet accord a été négocié et signé que par ceux qui avaient des troupes, en l'occurrence Laurent Gbagbo au sud avec l'armée nationale de Côte d'Ivoire et au nord Guillaume Soro avec les forces armées des forces nouvelles. Le chapitre 5 de l'accord réservait seulement à ces deux parties de définir un cadre institutionnel d'exécution. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro se plaçaient donc comme acteurs majeurs de la vie politique en Côte d'Ivoire, oubliant les autres leaders des partis politiques. Ils ont décidé ensemble l'installation d'un nouveau gouvernement de transition de 33 membres et étaient prêts à mettre en place les organes de suivi du processus de paix et de réconciliation nationale. Or, la crise ivoirienne ne se limitait pas à ces deux protagonistes. Il existait en effet une opposition politique conduite par les principaux partis politiques d'antan qui étaient le PDCI, le RDA, le MFA, l'UDPCI, le PIT et consorts, même si Henri Konan Bédié, président du PDCI, et Alassane Dramane Ouattara, président du RDA, ont par la suite été invités par le facilitateur au Burkina Faso pour qu'ils recueillent leurs avis et propositions avant la signature de l'accord. Leur rôle dans la conduite du pays vers la paix restait marginal. C'est donc en ce sens que l'accord de Ouagadougou, après sa signature, possédait 11 critères à réaliser dans un délai bien clair. En l'occurrence, la signature effective de l'accord politique de Ouagadougou, le jour J, la mise en place du centre de commandement intégré qui devait commencer 2 semaines après le jour J, c'est-à-dire la signature de l'accord de Ouagadougou, la mise en place du cadre institutionnel d'exécution 4 semaines après la signature de l'accord, la formation du gouvernement 5 semaines après la signature de l'accord, la suspension de la zone de confiance et mise en place des unités mixtes débutant 1 semaine après la formation du gouvernement, le démantèlement des milices qui débutait 2 semaines après la formation du gouvernement et qui durait 2 semaines, le regroupement rassemblant par unité des ex-combattants dans les sites de regroupement et stockage des armes sous la supervision des forces impartiales, le redéploiement de l'administration, le début des audiences foraines qui devaient commencer 2 semaines après la formation du gouvernement et durer 3 mois, l'enrôlement en vue de l'inscription sur la liste électorale et de l'identification qui devait commencer 1 mois après le début des audiences foraines, l'unification des forces en présence et enrôlement pour le service civique qui devait commencer 15 jours après le début de l'enrôlement, l'établissement de distribution des nouvelles cartes nationales d'identité et des cartes d'électeurs à partir de la liste électorale qui devait commencer à l'adoption officielle de la liste électorale définitive et finalement la fin du processus DDR et l'organisation des élections présidentielles. Afin de respecter ces accords, rentrée de Ouagadougou, tout va commencer. Le président Gbagbo a donc nommé le 29 mars 2007 Guillaume Soro comme Premier ministre et chef d'un gouvernement de transition dont la liste des membres était fixée à 33 par décret le 7 avril 2007, soit plus d'une semaine après. Le 6 avril 2007, c'est-à-dire 1 jour avant ce jour de décret, le général Fernand Marcel Amoussou, commandant de la force de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, a annoncé le début du retrait des forces impartiales, casque bleu de l'ONU et du dispositif français LICON de la zone de confiance, à compter du 16 avril 2007. Ainsi, le 7 avril 2007, le nouveau Premier ministre Guillaume Soro est passé à l'action, puis a nommé le gouvernement comprenant les 33 portefeuilles comme prévu. Le Premier ministre chef du gouvernement étant Guillaume Soro,
il y avait au total le Front populaire ivoirien, FPI, qui disposait de 11 postes ministériels, 7 pour les forces nouvelles, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI et le Rassemblement des républicains RDR possédaient chacun 5 portefeuilles et les 5 ministères restants ont été répartis entre les derniers partis politiques. Dans cette même perspective de sortie de crise, une ordonnance a également été signée et publiée le 12 avril. Elle proclamait une amnistie totale, sauf pour les infractions économiques à tous. Elle envisageait aussi la procédure de révision des listes électorales qui devrait permettre l'inscription de 3 millions de nouveaux électeurs et créait par la suite un centre de commandement intégré regroupant les forces armées gouvernementales et rebelles officiellement ce jour-là. La zone de confiance qui était le lieu de la séparation entre les zones rebelles et les zones loyalistes commençait progressivement à être démantelée dès le 16 avril 2006 comme prévu dans ces accords de Ouagadougou. Et la Côte d'Ivoire commençait à sortir la tête de l'eau. Le 25 avril, le budget de l'an 2007 de l'État était connu et s'établissait à 1904,4 milliards de francs CFA, en baisse de 3% par rapport à l'année précédente. En 2006, le budget s'élevait à 1965,3 milliards de francs CFA, en hausse de 13% par rapport à 2005. En 2006, la production de cacao ayant enregistré une baisse de 6,1% et la production de pétrole qui, elle, a augmenté de 50,7%, atteignait 21,9 millions de barils, sans oublier la prévision de la croissance du PIB en 2007 qui était de 1,2%, montant estimé à 9 175,5 milliards de francs CFA, démontrait effectivement que l'État de Côte d'Ivoire, qui a connu cette guerre, a connu une économie qui a également stagné. Toutefois, depuis le 16 avril, débutait effectivement le démantèlement de la zone. L'équipe de Médecins Sans Frontières, MSF, basée à Bangolo, 500 km à l'ouest d'Abidjan, a constaté ce 26 avril une recrudescence des actes de violence. Les attaques contre les minibus, les cambriolages, les assassinats et les viols étaient à nouveau le lot quotidien des habitants et des personnes qui devaient transiter par cette zone. Le lendemain, le centre de commandement intégré est officiellement installé à Yamoussoukro sous la direction du ministre de la Défense de 2 chefs d'état-major provenant des forces nouvelles et des forces de défense et de sécurité, et une force impartiale était présente. Les Ivoiriens ont attendu jusqu'au 15 mai avant de voir le rapatriement de Côte d'Ivoire de 500 soldats de la force Likon qui les ont fait voir de toutes les couleurs. Ce rapatriement qui a montré la volonté de tous de faire des efforts a poussé le 24 mai Bertin Cadet, conseiller du chef de l'État chargé des affaires militaires, à annoncer la fin du démantèlement des ministres pro-Gbagbo de l'Ouest. Une triste nouvelle tombait sur la Côte d'Ivoire 5 jours plus tard, lorsque selon le ministre des Finances, Charles Kofi Dibi, l'encours de la dette extérieure ivoirienne était estimé à 6 700 milliards de francs CFA, dont 2 000 milliards de francs CFA d'arriérés. Le pétrole ne représentait qu'à peine 5% de la recette fiscale, c'est-à-dire environ 100 milliards de francs CFA. Pour régler cette dette et redonner vie à la Côte d'Ivoire, il fallait donc travailler. C'est en ce sens que, le 5 juin 2006, le président Laurent Gbagbo a signé 2 décrets d'application du processus de paix inter-ivoirien portant notamment sur le redéploiement de l'administration dans le pays. Le premier décret portait sur la nomination de préfets des régions, préfets de département et secrétaires généraux de préfecture. Et le second sur l'affectation de magistrats et indiquait, sans plus de précision, que ce communiqué signé à l'époque du secrétaire général du gouvernement Félix Diéla Thioulou devait très rapidement entrer en vigueur. Alors que les Ivoiriens commençaient à sourire et voyaient le bout du tunnel, le 29 juin de cette année de 2006, une attaque à la roquette contre l'avion du Premier ministre Guillaume Soro à l'aéroport de Bouaké a eu lieu et 4 personnes ont été tuées avec une dizaine de blessés. Cette attaque montrait le défaut de sécurité criard et la précarité de la paix dans laquelle la Côte d'Ivoire baignait. À ce moment-là, je me trouvais à Lokokro. C'est un village qui est situé aux abords de l'aéroport de Bouaké. Les avions, lorsqu'ils décollent et lorsqu'ils atterrissent, on les voit tous les jours. Pendant qu'on était au champ, on a entendu des tirs. Et ce faisant, avec la peur, on a essayé de se rendre au village. Et lorsqu'on est arrivé au village, en tout cas, c'était vraiment la panique. On n'a pas pu les voir, mais on les a plus ou moins entendus passer et donner des instructions à leurs gars pour pouvoir se retirer assez rapidement. Voilà. Et ce faisant même, on a même entendu d'autres dire comme ça qu'on a échoué, replions. Voilà. Donc c'est ce genre de choses-là qu'on a pu entendre. On ne pouvait pas, avec la peur qu'il y avait, on ne pouvait pas sortir, venir les affronter de face. Donc on a dû rester cachés, voilà, pour préserver nos vies. C'était la première fois pour moi de voir quelqu'un mourir sous mes yeux. Concernant le défaut de sécurité, le lieutenant-colonel Xavier Pont,
porte-parole de la force Likon, déclarait que c'est l'ONUCI qui a en charge la sécurisation de l'aéroport de Bouaké, tandis que le général Fermant Marcel Amoussou, commandant de la force de l'ONUCI, rejetait toute responsabilité en disant que l'ONUCI n'assurait la sécurité d'aucun aéroport en Côte d'Ivoire. Tout le monde était sidéré et refroidi. 2 semaines plus tard, les Nations Unies, qui croyaient que la Côte d'Ivoire allait mieux, est revenue sur ses pas en adoptant par la voie du Conseil de sécurité la résolution 1765 qui prorogeait de 6 mois jusqu'au 15 janvier 2008 les mandats de l'opération des Nations Unies et des forces françaises en Côte d'Ivoire, l'opération Likon. Cette résolution visait au-delà de l'aspect sécuritaire à aider à l'organisation effective des élections ouvertes, justes et transparentes. Elle supprimait le poste de haut représentant pour les élections occupé par M. Gira Stoudman et se déclarait favorable à la création d'un organe consultatif international chargé d'accompagner les forces politiques ivoiriennes et le facilitateur dans la mise en œuvre effective de l'accord politique de Ouagadougou. Le 17 juillet, la Banque mondiale a approuvé un don de l'Association internationale de développement AID d'un montant de 120 millions de dollars en appui au programme de sortie de crise mis en œuvre par le gouvernement ivoirien dans le cadre de l'accord de paix de Ouagadougou. 3 jours plus tard, le contingent marocain en service au sein de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, a été suspendu suite à des allégations de nombreux cas d'exploitation et d'abus sexuels portés contre certains de ces éléments basés à Bouaké. Le 30 juillet, pour sceller la paix, débutent les préparatifs qui vont conduire à l'effectivité de cet événement qui portera le nom de la flamme de la paix à Bouaké en ex-zone rebelle, au cours de laquelle il était procédé à l'embrasement symbolique d'armes de guerre. Outre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, cette cérémonie s'est déroulée en présence des présidents Blaise Compaoré du Burkina Faso, Thabo Mbeki de l'Afrique du Sud, Amadou Toumani Touré du Mali, Nino Veïda de la Guinée-Bissau, Faure Gnassingbé du Togo, Yahi Boni du Bénin, mais les membres de l'opposition Henri Konan Bédié et Alassane Dramane Ouattara ont boycotté l'événement. C'est donc le lendemain, le 31 juillet 2007, que la cérémonie débutera effectivement. Le Premier ministre Guillaume Soro prononçait son discours. Puis, le président Gbagbo a lui également prononcé un discours. Chers amis, chers frères, la paix est là, la paix est là. Il faut que tous les croyants, je dis bien tous les croyants, adressent une prière à Dieu pour lui demander de conserver la paix sur la Côte d'Ivoire, pour lui demander d'étendre sa main sur la Côte d'Ivoire, pour que ses grâces abondent et surabondent sur la Côte d'Ivoire. À vous tous les croyants, je vous demande d'adresser une prière, une supplique à Dieu, de lui dire qu'il nous a appris que la violence est mauvaise. Elle est mauvaise conseillère, elle est mauvaise. Il faut qu'il nous garde dans la paix, car c'est dans la paix que la Côte d'Ivoire sera une grande nation. Je vous demande de le faire. Que Dieu, qui a amené nos amis jusqu'ici pour célébrer cette journée, les raccompagne tranquillement dans le creux de sa main jusqu'à chez eux. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire toute entière. Que Dieu bénisse tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse toute l'Afrique. Je vous remercie. S'en suivra un défilé militaire, une remise croisée d'armes de Philippe Mangou et Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des 2 armées ex-belligérantes, au Premier ministre et au chef de l'État. Un découpage à la meule électrique par les 2 généraux d'un canon de 105 mm qui rejoindra les autres armes sur le bûcher aura également lieu. Une flamme de la paix venue de Thiébissou et qui a fait le tour au stade en passant par les éléments des 2 armées et du contingent onusien avant de parvenir aux chefs d'État présents qui la transmettront les uns aux autres jusqu'à atteindre finalement les mains du président Laurent Gbagbo et ceux de Guillaume Soro qui, eux, allumeront tous 2 le bûcher dressé au milieu du stade, détruisant finalement, et ce d'un coup impressionnant, ce stock d'armes qui a servi à faire la guerre. Dans la même journée, les rebelles et les loyalistes d'hier se sont réconciliés, à telle enseigne qu'une rumeur courait disant que le chef des patriotes, Charles Blé Goudé, a même dormi avec certains rebelles car ils sont tous redevenus amis.
Le 6 août 2007, dans un discours télévisé à la nation prononcé à la veille de la fête nationale, Laurent Gbagbo estimait qu'il est possible d'organiser l'élection présidentielle dès le mois de décembre 2007. Si nous sommes tous de bonne foi, si chacun est déterminé, comme je le suis, à ce que les élections aient lieu, nous pouvons organiser l'élection présidentielle dès la fin de cette année, dès le mois de décembre 2007. C'est le pari que je voudrais voir les Ivoiriens tenir pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la réconciliation nationale et pour l'avenir du pays. Et c'est là que la Côte d'Ivoire, après cette paix, rentrera dans une nouvelle dimension de son histoire. Tout le monde aura les yeux fixés et rivés sur la suite de l'organisation de la Flamme de Bouaké, mais surtout sur l'organisation des élections censées se tenir dans cette même année de 2007. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, mais surtout de vous abonner et activer la cloche de notification, car dans le prochain capsule, on parlera de la suite des événements, mais surtout des élections de 2010. Comment ça s'est déroulé et chacun pourra se faire son avis, mais d'ici là, abonnez-vous, activez la cloche de notification et portez-vous bien. À très bientôt.